dans Marie Mélognard, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode, enfin les derniers chapitres du Hobbit. Pour les derniers chapitres du Hobbit, aujourd'hui on lit le chapitre 17, 18 et 19, soit un peu moins de 30 pages. Un peu moins de 30 pages. Et après, on attaquera avec un autre livre. Un autre livre à la rentrée. Je peux vous le dire tout de suite, on va pas lire le Seigneur des Anneaux en premier lieu. On va lire d'abord une parodie qui s'appelle The Lord of the Ringard. C'est une parodie justement de l'univers du Seigneur des Anneaux qui est excellente. Et j'ai pensé à ça justement il y a 2-3 lives auparavant en me disant tiens, je pense que je vais vous faire ça, ce sera beaucoup plus drôle de commencer par une parodie et après on lira le gros morceau qu'est le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, les derniers chapitres aujourd'hui du Hobbit. À un moment où la vidéo sort, on sera en pleine vacances. Elle sortira, on est quel jour, le jour où elle sort? Elle sortira le 23. Le 23. Donc tout ce que je peux vous dire là sur ceux qui me regardent sur YouTube, c'est que je vous souhaiterai du coup de bonnes fêtes. Et bien entendu, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc joyeux Noël ou Happy Yule. Joyeux Yule si vous fêtez Yule. Ou d'autres fêtes religieuses, peu importe. Et bonne année à vous. Et du coup, nous on se retrouvera du coup en 2022 pour de nouvelles vidéos. Sur des lectures de livres. Voilà. Sur ce, commençons. Hola Twitch, on a fait l'intro de l'épisode YouTube, YOLO. Tu l'as eu d'où le livre National Geographic, Gaël? Je l'ai acheté dans une librairie. Mais une librairie, pas une librairie. Si, c'est une petite librairie de quartier, vous savez, les trucs où vous avez plein de magazines, tout ça, où vous pouvez acheter du tabac, genre de trucs aussi des fois. Je l'ai acheté là-dedans. Hello, salut Bazar Ahmed. Donc ouais, je l'ai eu là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, c'est à côté de chez moi. Mais je peux l'avoir sur internet? Je sais pas, peut-être. Faut chercher. Faut chercher. Donc du coup, commençons la lecture finale du Hobbit avec un micro devant le pif. C'est comme ça, comme ça s'entend mieux. Du coup, chapitre 17. L'orage éclate. Les trompettes résonnèrent tôt le matin au campement. Bientôt, un courrier s'avança, seul, sur le chemin étroit. Il s'arrêta à quelque distance et les salua, puis demanda si Thorin était prêt à recevoir une nouvelle ambassade, car de nouveaux faits s'étaient présentés et la situation avait changé. Ton contenu est top. Merci à toi, Azam. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à venir sur Twitch pour écouter l'histoire et discuter, et surtout avoir une meilleure qualité sonore. Et vidéo aussi. C'est sûrement à cause de Dain, dit Thorin en l'entendant. Ils auront eu vent de sa venue. J'étais sûr qu'ils se montreraient moins intransigeants. Putain, j'arrive pas à parler. Moins intransigeants. Qu'ils viennent, moins nombreux et sans armes, et j'écouterai, lança-t-il au messager. Vers midi, les bannières de la forêt et du lac furent de nouveau levées. Une compagnie de 20 approchait. À l'entrée du chemin étroit, ils déposèrent leurs épées et leurs lances et s'avancèrent jusqu'à la porte. À leur grand étonnement, les nains constatèrent que Bard et le roi elfe étaient tous deux présents, et qu'un vieillard enveloppé dans une cape et un capuchon marchait en tête, portant un coffret en bois renforcé par une armature de fer. « Salut Thorin, dit Bard, êtes-vous toujours du même avis ? Croyez-vous que je change d'avis au gré des jours, avec le lever et le coucher de quelques soleils ? Répondit Thorin. Ou bien, vous êtes-vous déplacé pour me poser des questions oiseuses ? L'armée elfe ne s'est toujours pas retirée comme je l'avais prescrit. Vos négociations seront vaines tant que ce ne sera pas fait. Moi j'ai le nez un peu qui coule. N'y a-t-il donc rien au monde qui vous ferait renoncer à peu près à un peu de votre or ? Rien de ce que vous, vos amis, avez à m'offrir. Qu'en est-il de la pierre arcane de Thrain, donc l'Arkenstone, dit-il, et au même moment, le vieillard ouvrit le coffret et souleva le joyau. La lumière jaillit de sa main, blanche et brillante dans l'air du matin. Thorin demeura sans voix, saisi d'étonnement et de confusion. Personne ne parla pendant un long moment. Enfin, Thorin brisa le silence, sa voix chargée de colère. « Cette pierre appartenait à mon père, et elle est à moi, dit-il. Pourquoi devrais-je racheter mon bien ?» Toutefois, l'émerveillement eut raison de lui, et il ajouta. « Mais comment l'héritage de ma maison est-il venu à vous ? S'il est besoin de s'enquérir d'une telle chose auprès de voleurs. » « Nous ne sommes pas des voleurs, répondit Bard. Votre bien vous sera rendu et échangé d'une autre. Comment est-il venu à vous ?
hurla Thorin, dans sa rage grandissante. Je leur ai donné, dit Bilbo d'une voix fluette. Et il regardait par-dessus le mur, terriblement effrayé. Vous, dit Thorin, fulminant. Il se retourna vers lui et l'agrippa à deux mains. Misérable hobbit, espèce de cambrioleur demi-portion, s'écria-t-il, cherchant ses mots. Et il secoua le pauvre Bilbo comme un lapin. Par la barbe de Durin, comme je voudrais que Gandalf soit ici, maudit soit-il de vous avoir choisi, que sa barbe se dessèche, quant à vous, je vous jetterai contre les rochers, tonna-t-il, soulevant Bilbo à bout de bras. Halte là, votre souhait est exaucé, dit une voix. Le vieillard au coffret retira sa cape et son capuchon. Voici Gandalf. Voici Gandalf, et pas une minute trop tôt, dirait-on. Si vous n'aimez pas mon cambrioleur, je vous saurai gré de ne pas l'abîmer. Posez-le par terre, et voyez d'abord ce qu'il a à dire. Vous êtes tous ligués contre moi, dit Thorin, laissant tomber Bilbo au sommet du mur. Jamais plus je ne traiterai avec des magiciens et avec leurs amis. Qu'avez-vous à dire, descendant de rats? Quoi? Je gueule pas, je fais une lecture. Putain. Excusez-moi. Ah, mais, dit Bilbo, vous me voyez très embêté. Vous vous rappellerez peut-être m'avoir dit que je pourrais choisir mon 14e, comme bon me semble. Peut-être vous ai-je pris trop à la lettre. J'ai entendu dire que la courtoisie des nains se manifeste plus souvent en paroles qu'en actes. Quoi qu'il en soit, c'était à l'époque où vous aviez l'air de me trouver utile. Descendant de rats, dites-vous, est-ce là tout le service que vous et votre famille m'avez promis? Thorin, faites comme si j'avais disposé de ma part comme je l'entendais, et n'en parlons plus. C'est ce que je ferai, dit Thorin gravement, et je ne vous parlerai plus, et puissions-nous ne jamais nous revoir. Puis il se retourna et parla du haut du mur. Je suis trahi, dit-il. On a cru avec raison que je pourrais refuser de racheter la pierre arcane, suprême joyau de ma maison. Pour elle, je donnerai un 14e du trésor en argent et en or, à l'exclusion des joyaux, et que cela soit considéré comme la récompense promise à ce traître. Il partira avec elle, et vous la diviserez, comme bon vous semblera. Je ne suis pas inquiet. Il ne recevra que peu de choses. Emmenez-le si vous souhaitez qu'il ait la vie sauve, et sachez que mon amitié ne l'accompagne pas. Descendez jusqu'à vos amis, dit-il à Bilbo, ou je vous jetterai en bas. Qu'en est-il de l'or et l'argent, demanda Bilbo. Vous l'aurez plus tard, quand il sera prêt, dit-il. Descendez. D'ici là, nous gardons la pierre, cria Bard. Vous ne faites pas très bonne figure en tant que roi sous la montagne, dit Gandalf. Mais les choses peuvent encore changer. Et comment qu'elles peuvent... Oh la vache. Et comment qu'elles le peuvent, répliqua Thorin, car le trésor l'avait ensorcelé à tel point qu'il entrevoyait déjà, avec l'aide de Dain, la possibilité de reprendre la pierre arcane, tout en conservant la récompense promise. On aida donc Bilbo à descendre, et il partit les mains vides, en dépit de tous ses sacrifices, hormis la côte de maille que Thorin lui avait déjà offerte. Plus d'un chez les nains sentit son cœur se gonfler de honte et de pitié en le voyant ainsi chassé. L'Arkenstone, oui, c'est la pierre arcane dans la nouvelle traduction. Parce que pas trop le choix. Partez, attends. Adieu, leur cria-t-il. Peut-être nous retrouverons-nous un jour dans l'amitié. Partez, dit Thorin. Ces mailles que vous portez sont l'œuvre de mon peuple, et vous n'en êtes pas digne. Aucune flèche ne peut les transpercer. Mais si vous ne vous dépêchez pas, ce sont vos misérables pieds que je vais trouver. Alors, hâtez-vous. J'arrive plus à faire la voix de nain. Je vais rester sur une voix normale. Pas si vite, dit Bard. Nous vous donnerons chacun demain. Hein? Nous vous donnerons jusqu'à demain. Ah oui. À midi, nous reviendrons, et nous verrons si vous apportez la part du trésor qui lui fera contrepoids à la pierre. Si tout cela est fait sans escroquerie, alors nous partirons, et l'armée elfe retournera dans la forêt. D'ici là, adieu. Sur ce, ils retournèrent au campement, mais Thorin envoya des messagers par le truchement de Rohan, informant à Dain de ce qui s'était passé, et le priant d'accourir avec toute la prudence qui s'imposait. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Rohan, c'est le gros corbeau lorsqu'il lui sert de messager à Thorin. Les heures passèrent et la nuit s'installa. Le lendemain, le vent tourna à l'ouest sur un ciel sombre et maussade. Il était encore tôt lorsqu'un cri retentit au campement. Des éclaireurs rapportaient qu'une armée de nains avait contourné l'éperon est de la montagne et se dirigeait rapidement vers le Val. Donc vers Dale. Dain était arrivé, ayant marché toute la nuit. Il arrivait sur eux plutôt que prévu.
Tous ces gens portaient un haubert d'acier qui descendait jusqu'à leurs genoux, et leurs jambes étaient recouvertes de jambières de métal, faites de mailles fines et souples dont la fabrication était un secret des leurs. Les nains sont extrêmement forts compte tenu de leur stature, mais la majorité de ces guerriers étaient forts même pour des nains. Leur arme de prédilection était une lourde pioche qu'ils maniaient à deux mains, mais chacun avait aussi une large épée à sa ceinture, et un bouclier rond, en bandoulière sur le dos. Leurs barbes fourchues étaient tressées et passées derrière leur ceinture. Leurs casques étaient de fer, ainsi que leurs bottes, et leurs visages étaient de marbre. Les trompettes retentirent, appelant aux armes, les hommes et les elfes. Ils aperçurent bientôt les nains, remontant la vallée, à grandes enjambées. Ces derniers s'arrêtèrent entre la rivière et l'éperon est, mais quelques-uns poursuivirent leur marche vers le campement, franchissant la rivière, et là ils déposèrent leurs armes et levèrent les bras en signe de paix. Bard alla à leur rencontre, et Bilbo le suivit. « Nous sommes les envoyés de Dain, fils de Nain, répondirent-ils quand on les interrogea. Nous nous hâtons vers ceux des nôtres qui sont dans la montagne, car nous avons appris que le royaume de jadis a été rétabli. Mais qui êtes-vous donc, vous qui occupez la plaine comme des assaillants au pied d'une forteresse ?» Ce qui voulait dire, dans le langage poli et plutôt démodé, qui convient à de telles occasions, « Vous n'avez rien à faire ici, nous vous laissons passer, alors écartez-vous ou nous nous battrons. » Ils entendaient forcer le passage entre la montagne et le coude de la rivière, car l'étroite l'étroite bande de terre à cet endroit ne semblait pas aussi bien gardée. Bard refusa évidemment de laisser les nains se faufiler jusqu'à la montagne. Il était bien décidé à attendre que l'or et l'argent leur aient été remis en échange de la pierre arcane, car il ne pensait pas que cette attente aboutirait, une fois la forteresse armée d'une troupe aussi nombreuse et aussi guerrière. Elle arrivait avec une grande quantité de provisions, car les nains peuvent porter de très lourds fardeaux. Aussi, la plupart des gens de Dain, malgré leur marche précipitée, transportaient-ils d'énormes paquets sur leurs épaules, en plus de leurs armes. Le siège durerait alors des semaines, et entre-temps, d'autres nains viendraient sans doute à leur rescousse. Et d'autres encore, car Thorin avait de nombreux parents. Cela leur permettrait aussi de rouvrir quelque autre porte et de la défendre, ce qui obligerait les assiégeants à encercler toute la montagne, mais ceux-ci n'étaient pas assez nombreux pour une telle manœuvre. C'était justement ce que les nains avaient prévu de faire, car les messagers de Roak avaient assuré la liaison entre Thorin et Dain. Mais pour l'instant, on leur barrait la route, et après quelques invectives, leurs envoyés furent contraints de se retirer en grommelant dans leurs barbes. Bard dépêcha immédiatement des messagers vers la porte, mais ils ne trouvèrent ni or, ni aucune forme de paiement. Des flèches sifflèrent aussitôt qu'ils furent à portée de tir, et ils s'enfuirent dans la consternation. Au campement, tous étaient sur le pied de guerre, car les nains de Dain progressaient sur la rive droite. « Ils sont fous, s'esclaffa Bard, d'approcher ainsi sous l'épaulement de la montagne. Ils ne comprennent rien au combat ouvert, quelle que soit leur aptitude à faire la guerre dans les mines. Nous avons de nombreux archers et lanciers cachés dans les rochers sur leur flanc droit. Les mailles des nains sont peut-être solides, mais elles seront mises à rude épreuve en un rien de temps. Qu'on les enserre tout de suite, des deux côtés, avant qu'ils ne soient bien reposés. » Mais le roi elfe dit « Je tarderai longtemps avant d'entreprendre cette guerre pour l'or. Les nains ne peuvent passer sans notre consentement, ni tenter quoi que ce soit sans que nous le sachions. Continuons d'espérer que quelque chose apportera la réconciliation. Nous aurons l'avantage du nombre, ce qui suffira à nous assurer la victoire si par malheur nous en venons au coup. » Working Bird. Petit aparté dans ta lecture, mais j'ai remarqué que dans le Hobbit, les aigles parlent, mais pas dans le film, et tout le passage unique des aigles n'est pas dans le film, quel dommage, car c'était intéressant, dommage. Mais en fait, toutes les créatures parlent dans le livre. Les oiseaux parlent, tout le monde parle. Toutes les créatures parlent dans le livre, et effectivement, dans les films, on n'aura pas eu ça. Et du coup, bienvenue à toi, Working Bird, installe-toi, et puis, bonne écoute. C'est vrai qu'on a beaucoup de créatures qui ne parlent pas, malheureusement. Après, ils avaient trouvé une chose un peu différente, c'était d'utiliser justement le fait de l'anneau de pouvoir pour qu'on entende les créatures du mal parler. Alors pour les wargs, c'est logique, enfin pour les loups géants, mais pour les araignées, ça passe aussi. Salut, mais le live c'est pas 21h? Non, là j'ai mis 18h sur le programme aujourd'hui. Et bonsoir à toi du coup, Infenec. Donc effectivement il y a plein de trucs qui clochent un peu, ils ont essayé de faire des manips mais c'est pas terrible. Les trolls parlent mais d'accord, mais pas les araignées, du coup les araignées tu les entends parler uniquement quand il met l'anneau, Smaug parle mais quand il y a l'anneau mais quand il n'y a pas l'anneau aussi. En fait dans les films ils ont créé une incohérence, alors qu'en fait ils auraient pu rester sur l'idée de les animaux parlent. Mais ils l'ont pas fait. Donc déjà là par rapport à ce qu'on vient de lire, on comprend que le roi des elfes n'est pas un aussi grand connard qu'on puisse le penser comme on le voit dans les films, avec Thranduil qui est prêt à taper. Tandis que là il dit juste j'aimerais bien avoir une réconciliation. Ça change hein. Merci du follow du coup.
Xu67, bienvenue à toi, nous passons en l'an de grâce 1144 du XIIe siècle. Nous approchons doucement mais sûrement de la bataille de Hattin, en 1181. Elle était où? Ah oui. C'est comme ça, Roman, dans les livres. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui changent par rapport entre le film et les films. Après, bien sûr, il faut bien adapter les bouquins en film. Hello, ça parle de quoi le live? Eh bien, bonsoir, Fal Pedro. Et en fait, je suis en train de faire la lecture du Hobbit. Je termine la lecture du Hobbit aujourd'hui. Voilà. Et je fais ça avant tout sur mon live Twitch. Donc, si tu veux avoir un meilleur son et une meilleure qualité sonore, bah, je t'invite à venir sur Twitch. Mon Twitch, c'est Galéthorn. Totalement différent dans les films. Ah, tout est différent, c'est normal. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une adaptation. Mais c'était sans compter la détermination des nains. L'idée que la pierre arcane était en possession des assiégeants les consumait tout entier. Et sentant également l'hésitation de leur adversaire, ils résolurent de frapper pendant que Bard et ses amis délibéraient. Soudain, sans avertissement, ils donnèrent l'assaut en silence. Les arcs vibrèrent, les flèches sifflèrent, le combat allait bientôt s'engager. Plus soudainement encore, l'obscurité s'installa avec une terrible rapidité. Un nuage noir couvrit le ciel, un tonnerre d'hiver et un vent véhément grondèrent, rugissant dans la montagne tremblante, et la foudre fendit le ciel à sa cime. Et sous le tonnerre, d'autres ténèbres s'avançaient tout tournoyantes. Mais elles n'étaient pas portées par le vent, car elles venaient du nord, comme un grand nuage d'oiseaux, si dense qu'aucune lumière ne se voyait entre leurs ailes. « Halte !» cria Gandalf, apparu soudainement, seul, les bras levés, au ciel, entre la charge des nains et les rangs qui faisaient face. « Halte !» s'écria-t-il comme un tonnerre, et de son bâton jaillit un éclair semblable à la foudre. « Le malheur est sur vous! Hélas! Le voilà sur vous tous! Plus vite que je ne l'appréhendais! Les gobelins vous assaillent! Bolg du Nord, fils d'Azog! Arrive! Ô Dain, vous qui avez tué son père en Moria! Voyez les chauves-souris! Flottent au-dessus de son armée comme une nuée de sauterelles. Des loups leur servent de monture, et des wargs sont dans leurs rangs. » Tous furent saisis d'étonnement et de confusion, et pendant que Gandalf parlait, les ténèbres grandissaient. Les nains s'arrêtèrent et levèrent les yeux au ciel. La voix des elfes s'éleva en de nombreux cris. « Allons !» s'écria Gandalf. « Il est encore temps de tenir conseil. Que Dain, fils de Nain, se joigne rapidement à nous !» C'est vrai que c'est mieux sur Twitch. Ah bah oui, effectivement, Paul Piedra, on est bien mieux sur Twitch. Bienvenue à toi d'ailleurs. Bienvenue, installe-toi. Bois une bière, branle-toi, fais un truc qui te plaît, mais installe-toi, bienvenue. Bonne écoute. Ainsi s'ouvrit une bataille que personne n'avait prévue. Elle fut appelée la bataille des 5 armées, et fut réellement terrible. D'un côté se trouvaient les gobelins et les loups sauvages, et de l'autre, une belle loutre. Et de l'autre, il y avait les elfes, les hommes et les nains. Voici le récit des événements qui y conduisirent. Depuis la chute du grand gobelin des montagnes de brume, la haine des siens à l'égard des nains s'était enflammée comme jamais. Des messagers avaient sillonné les chemins entre leurs cités, colonies et places fortes, car ils étaient maintenant déterminés à établir leur suprématie dans le nord. Des nouvelles leur parvenaient secrètement, et partout dans les montagnes, les forges et les armureries grouillaient d'activité. Puis ils se mirent en route et se rassemblèrent par monts et par veaux, marchant dans l'ombre, des tunnels ou à la faveur de la nuit, jusque sous les hautes cimes du mont Gundabad dans le nord, où se trouvait leur chef-lieu. Et une grande armée fut réunie là-bas, prête à déferler sur les terres du sud, à l'improviste, par un vent de tempête. Puis ils apprirent la mort de Smaug, et s'en réjouirent. Alors ils se hâtèrent nuit et jour, nuit après nuit, à travers les montagnes. Et c'est ainsi qu'ils descendirent enfin des hauteurs du nord, et se retrouvèrent soudainement sur les traces de Dain. Pas même les corbeaux ne s'étaient avisés de leur venue, avant qu'ils n'atteignent les terres accidentées entre la montagne solitaire et les collines derrière elle. Nul ne peut dire ce que Gandalf avait appris, mais il est clair qu'il n'avait pas prévu quelque chose d'aussi soudain. Voici le plan qu'il dressa en conseil avec le roi elfe et Bard, et avec Dain, car le seigneur nain était à présent des leurs. Les gobelins étaient les ennemis de tous, et dès l'instant où ceux-ci les attaquaient, toute autre querelle était oubliée. Leur seul espoir était d'attirer les gobelins dans la vallée, entre les bras de la montagne, tout en postant des troupes sur les grands éperons qu'ils projetaient vers le sud, à l'est. Mais ce n'était pas sans risque. Si les gobelins étaient assez nombreux pour submerger la montagne, elle-même, de manière à les attaquer aussi de derrière et du dessus, mais ils n'avaient pas le temps de préparer autre chose, ni d'appeler des renforts. Bientôt, le tonnerre passa, s'éloignant au sud-est. Mais la nuée de chauves-souris survola l'épaulement de la montagne et descendit plus près d'eux, tournoyant au-dessus de leur tête, bloquant la lumière du jour et semant la consternation et l'horreur.
Gna, 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 gna. À la montagne, cria Bard. À la montagne. Mettons-nous en position pendant qu'il y a encore temps. Sur les pentes basses de l'éperon sud, et parmi les rochers à ses pieds, furent postés les elfes, les hommes et les nains, se trouvaient sur l'éperon est. Mais Bard et quelques-uns des hommes et des elfes parmi les plus agiles grimpèrent au sommet de l'épaulement oriental, afin d'avoir une vue sur le nord. Bientôt, ils purent voir les terres au pied de la montagne, noircies par la multitude grouillante. Avant peu, l'avant-garde contourna l'épaulement et se précipita dans le Val. Ses assaillants, montés sur des loups, étaient parmi les plus rapides, et déjà leurs cris et leurs hurlements déchiraient l'air. Quelques braves hommes furent déployés pour feindre une tentative de résistance, et nombre d'entre eux tombèrent à cet endroit avant que les autres ne cèdent et ne s'enfuient de chaque côté. Comme Gandalf l'avait espéré, l'armée des gobelins s'était massée derrière l'avant-garde momentanément contenue, et à présent elle se déversa dans la vallée dans un élan de rage. Chargeant furieusement entre les bras de la montagne, cherchant l'ennemi. Leurs bannières étaient innombrables, noires et rouges, et ils déferlèrent sur eux dans le désordre et la folie. Ce fut une terrible bataille. De toutes les expériences de Bilbo, la plus affreuse est celle qui, sur le coup, lui déplut le plus. Autrement dit, celle dont il fut le plus fier, et dont il se souvint longtemps après le plus d'émotion. Avec le plus d'émotion, même s'il n'y joua qu'un rôle insignifiant. Car disons-le, quand les hostilités se déclarèrent, il ne tarda pas à enfiler son anneau et à se mettre hors de vue, sinon hors de danger. Un anneau magique comme celui-là ne constitue pas une protection sûre au milieu d'une charge de gobelins, et n'arrête pas non plus les flèches et les lances égarées. Mais il vous aide néanmoins à rester à l'écart du combat, et permet aussi d'éviter que votre tête ne soit prise pour cible par un gobelin au coup d'épée dévastateur. Les elfes furent les premiers à charger, leur haine des gobelins est froide et amère, leurs lances et leurs épées brillaient dans l'obscurité, comme autant de flammes glacées, car les mains de ceux qui les tenaient étaient mues par une colère mortelle. Sitôt que leurs ennemis se firent nombreux dans la vallée, ils lancèrent une pluie de flèches, qui filèrent, flamboyantes vers leur cible. Derrière elles, 1000 de leurs lanciers se lancèrent à la charge. Les hurlements furent assourdissants, les rochers noircis du sang des gobelins. À l'instant même où les gobelins se relevaient de cette attaque et où la charge des elfes était contenue, s'éleva de l'autre côté de la vallée une clameur gutturale, aux cris de « Moria » et de « Dain, Dain ». Les nains des collines de fer donnèrent l'assaut sur l'autre flanc, armés de leurs pioches, et les guerriers du lac étaient à leur côté, brandissant de longues épées. Les gobelins furent saisis de panique, et alors même qu'ils se tournaient pour faire face à ce nouvel assaillant, les elfes chargèrent une fois de plus, à force renouvelée. Déjà de nombreux gobelins s'enfuyaient le long de la rivière, afin d'échapper à l'étau qui s'était refermé sur eux. Et nombre de loups se retournaient contre eux, déchirant les morts et les blessés. La victoire semblait proche, quand un cri résonna sur les hauteurs. Des gobelins avaient escaladé l'autre versant de la montagne. Déjà, ils étaient nombreux sur les pentes au-dessus de la porte, et d'autres dévalaient la montagne avec témérité, sans se soucier de ceux qui tombaient en hurlant dans les précipices, afin d'attaquer les deux éperons par le haut. Ils pouvaient être rejoints par des chemins qui partaient de la masse centrale de la montagne, et ses défenseurs étaient trop peu nombreux pour en interdire longtemps l'accès. Tout espoir de victoire fut désormais anéanti. Ils avaient seulement endigué la première vague de la marée noire. Pourquoi Bilbo ne devient pas comme Gollum avec toutes les fois où il utilise l'anneau? Bah, parce que Bilbo n'a pas gardé l'anneau déjà pendant 500 ans. Contrairement à Gollum. Rien que déjà ça change beaucoup. Et Bilbo est quelqu'un de pur. Il n'est pas avide d'or. Il n'est pas avide de pouvoir, il n'y a rien de tout ça. Tandis que Sméagol, quand il s'est transformé, bah déjà il a voulu l'anneau par cupidité. Donc déjà ça a favorisé la transformation. Parce que je vous rappelle quand même que Sméagol a buté son cousin Déagol pour lui voler l'anneau. Donc déjà ça change pas mal de choses. La journée avançait. Les gobelins avaient repris la vallée. Une armée de wargs y afflua et avec elle la garde rapprochée de Bolg. Des gobelins de taille énorme, armés de cimetères d'acier. Bientôt une véritable obscurité gagna le ciel orageux, tandis que les grandes chauves-souris bruissaient encore aux oreilles des elfes et des hommes. Ou s'accrocher aux blessés comme des vampires. Bard luttait à présent pour défendre l'éperon est, mais cédait lentement du terrain. Et les seigneurs elfes autour de leur roi étaient acculés sur l'épaulement sud, près du poste de garde de Montcorbeau. D'ailleurs, voici, je vous montre l'illustration, le chat. Encore une fois, c'est illustré par Ted Nasmith. Hein. Non, Alan Lee, c'est Alan Lee, donc la fameuse bataille des 5 armées, donc vous voyez bien. Tac. Voilà, fait le focus, parfait.
elfes, nains et hommes combattant ensemble face aux armées de gobelins et d'orques. Pareil, je vous le mets ici, pour ceux qui me suivent sur le TikTok. Voilà. Bonne réponse, merci. Je savais pas que la bonté jouait un rôle. Bah, c'est ce qui a fait que, par exemple, Frodon a réussi à tenir aussi longtemps, lui aussi. Même si à la fin, il a cédé. Soudain, il y eut un grand cri, et une sonnerie de trompette retentit à la porte. Ils avaient oublié Thorin. Une partie du mur, soulevée par des leviers, tomba vers l'extérieur, et s'écroula dans le bassin avec fracas. Bondit alors à travers l'ouverture, le roi sous la montagne, et ses compagnons le suivirent. Cap et Capuchon avaient disparu. Ils étaient en armure brillante, et leurs yeux balançaient des éclairs rouges. Dans la pénombre, le grand nain luisait comme de l'or sur des charbons ardents. Des rochers furent jetés des hauteurs par des gobelins au-dessus de leur tête, mais ils tinrent bon, coururent jusqu'au pied des chutes et se ruèrent au combat. Les gobelins tombèrent ou s'enfuirent, les loups qu'ils montaient se débandèrent. Thorin attaquait à grands coups de hache et semblait invincible. À moi, elfes, hommes, à moi, ô mes frères !» cria-t-il, et sa voix résonna comme un cor dans la vallée. Les nains de Daïn se hâtèrent à son secours, dévalant les pentes dans la confusion. De nombreux hommes du lac firent de même, car Bard ne put les retenir, et de l'autre côté s'avancèrent de nombreux lanciers elfes. Les gobelins furent de nouveau enserrés dans la vallée, et le massacre prit une telle ampleur que le Val, donc Dale, fut noirci et souillé de leur corps amoncelés. Les wargs furent dispersés, et Thorin poussa jusqu'à la garde rapprochée de Bolg, mais il ne put en percer les rangs. Parmi les cadavres des gobelins, derrière lui gisaient déjà nombre d'hommes et de nains, et maints elfes au beau visage qui auraient dû vivre encore joyeux pendant de longs siècles dans la forêt. Et à mesure que la vallée s'élargissait, sa charge ne cessait de ralentir. Ses compagnies étaient trop peu nombreuses, ses flancs étaient à découvert. Bientôt les assaillants furent assaillis, et formant un grand anneau, ils durent faire face à l'ennemi, cernés de toutes parts par les gobelins et les loups qui revenaient à l'attaque. La garde rapprochée de Bolg se jeta sur eux en hurlant, et déferla sur leurs rangs comme la mer sur une falaise de sable. Leurs amis ne purent les secourir, car l'assaut venant de la montagne avait repris de plus belle, et de part et d'autre, les hommes et les elfes étaient lentement battus. Bilbo contemplait ce spectacle avec tristesse. Il s'était posté sur mon corbeau avec les elfes, d'une part parce que l'endroit offrait de meilleures chances de fuite, et d'autre part, en écoutant son côté touc, parce que s'il devait livrer un dernier combat pour l'honneur, il préférait somme toute défendre le roi elfe. Gandalf aussi, je dois le dire, était assis là, comme plongé dans une grande réflexion, méditant, je suppose, quelques derniers éclairs de magie, avant la fin. Car elle semblait proche. Il ne faudra plus beaucoup de temps, pensa Bilbo, pour que les gobelins s'emparent de la porte, et nous serons tous massacrés ou faits prisonniers dans la vallée. C'est vraiment triste à pleurer après tout, ce que nous avons enduré. J'aurais préféré laisser tout ce maudit trésor entre les griffes du vieux Smaug, plutôt que de les voir tomber aux mains de ces ignobles créatures et de perdre ce pauvre vieux Bombur, et Balin, et Fili, Kili, et tous les autres, et Bard aussi, et les hommes du lac, et les joyeux elfes. Pauvre de moi, j'ai entendu chanter de nombreuses batailles, et j'aurais toujours cru comprendre que la défaite pouvait être glorieuse. Elle semble bien désagréable, pour ne pas dire douloureuse. Je voudrais bien que tout ceci soit derrière moi. Les nuages se déchiraient au vent, et à l'ouest, un rougeoiement de coucher de soleil tailladait l'horizon. Frappé par cette lueur soudaine dans la pénombre, Bilbo regarda autour de lui. Il poussa un grand cri. Son regard s'était posé sur quelque chose qui fit bondir son cœur dans sa poitrine. Des formes noires minuscules et pourtant majestueuses se dessinaient devant le couchant. « Les aigles ! Les aigles !» cria-t-il. « Les aigles arrivent !» Bilbo avait la vue perçante, et ses yeux le trompaient rarement. Les aigles volaient avec le vent, rangée après rangée, en une nuée qui devait rassembler tous les aigles du nord. « Les aigles ! Les aigles !» cria Bilbo, gambadant et agitant les bras. Si les elfes ne pouvaient le voir, il ne manqua pas de l'entendre. Ils reprirent bientôt son cri, et il résonna dans toute la vallée. Nombreux sont ceux qui levèrent au ciel des yeux stupéfaits, même si rien n'était encore visible, hormis sur les contreforts sud de la montagne. « Les aigles !» cria Bilbo, une fois de plus. Mais à cet instant, une pierre dégringola du haut de la colline et frappa durement son casque, et il s'écroula, bruyamment, et ne vit plus rien. Fin du chapitre 17. Chapitre 18. Le voyage de retour. Ah oui, la bataille des 5 armées, on entend plein de trucs, mais on n'a pas tout. Quand Bilbo revint à lui, il ne trouva personne d'autre que lui-même. Il était étendu sur les dalles de Mont-Corbeau, complètement seul. Une journée sans nuages, mais froide, s'offrait tout entière à son regard. Il tremblait gelé comme une pierre, mais la tête lui brûlait comme du feu.
Je me demande bien ce qui a pu se passer, se dit-il. Au moins, je ne figure pas encore parmi les héros morts au combat. Mais je suppose qu'il est encore temps de le devenir. Il se redressa péniblement, regardant dans la vallée. Il ne put voir aucun gobelin vivant. Au bout d'un moment, à mesure qu'il reprenait ses esprits, il crut apercevoir des elfes s'affairant dans les rochers en contrebas. Il se frotta les yeux. Pas de doute, il y avait encore un campement à quelque distance dans la plaine, et des allées et venues devant la porte. Des nains semblaient occupés à démanteler le mur, mais un silence de mort régnait. Il n'y avait pas un cri, ni le moindre écho d'une chanson. L'air semblait lourd de chagrin. « C'est la victoire, tout compte fait, je suppose, » dit-il en se tâtant douloureusement le crâne. Une affaire bien sombre, on dirait. Soudain, il vit un homme qui gravissait la pente et se dirigeait vers lui. « Oh là, oh !» s'écria-t-il d'une voix tremblotante. « Oh, quelle nouvelle !»« Quelle est cette voix qui surgit au milieu des pierres ?» dit l'homme. Il s'arrêta et regarda tout autour de lui, non loin de l'endroit où Bilbo était assis. C'est alors que Bilbo se souvint de son anneau. « Nom d'une pipe !» se dit-il. « Cette invisibilité a ses inconvénients après tout. Sans cela, j'aurais sûrement passé une nuit inconfortable dans un lit bien chaud. »« C'est moi, Bilbo Bessac, le compagnon de Thorin !» s'écria-t-il, et il s'empressa de retirer l'anneau. « Heureusement que je vous ai trouvé, » dit l'homme, en s'avançant à grands pas. « Vous êtes demandé. Il y a longtemps qu'on vous cherche. On vous aurait compté parmi les morts, qui sont nombreux, si le magicien Gandalf ne nous avait pas dit que votre voix avait été entendue dans les environs hier soir. J'ai été envoyé ici pour vous chercher une dernière fois. Êtes-vous gravement blessé ? Un vilain coup sur la tête, je crois, dit Bilbo. Mais j'ai un casque et une tête dure. Je me sens tout de même en piteux état, et j'ai les jambes molles, comme de la paille. Je vais vous transporter au campement de la vallée, dit l'homme en le soulevant doucement. L'homme marchait d'un pas rapide et sûr. Très vite, Bilbo fut déposé devant une tente, à Dale. Et Gandalf se tenait là, le bras en écharpe. Même le magicien n'avait pu échapper aux blessures, et dans toute l'armée, rares sont ceux qui s'en tirèrent indemnes. Gandalf fut ravi en apercevant Bilbo. « Bessac !» s'exclama-t-il. « Ça par exemple, vous voilà sain et sauf. Comme je suis content. Je commençais à me demander si votre chance, si remarquable soit-elle, allait suffire à vous tirer d'affaire. Quelle terrible histoire. Elle a bien failli tourner au désastre. Mais les autres nouvelles peuvent attendre. Venez, dit-il d'un ton plus grave. On vous demande. » Et posant la main sur son épaule, il le conduisit sous la tente. « Salut, Thorin, dit-il en entrant. Je vous l'amène, le voici. » Car Thorin, l'écu de chêne, reposait là, son corps meurtri, couvert de blessures, son armure fendue et sa hache ébréchée gisant à ses côtés. Bilbo s'enfuit à son chevet et leva les yeux. « Adieu, mon bon voleur, dit-il. Je vais maintenant aux grandes salles de mes ancêtres, aux grandes salles de la tente, où je resterai auprès de mes pères jusqu'à ce que le monde soit renouvelé. Puisque je délaisse tout l'or qu'il contient et me rends là où il est sans valeur, j'aimerais vous quitter dans l'amitié et retirer mes paroles et mes gestes l'autre jour à la porte. » Bilbo posa un genou sur le sol, terrassé par l'émotion. « Adieu, roi sous la montagne, dit-il. C'est une pénible aventure, si elle doit se terminer ainsi, et aucune montagne d'or ne saurait y remédier. Mais je suis content d'avoir affronté à vos côtés les périls de votre quête. C'est plus qu'aucun Bessac ne mérite. »« Non, dit Thorin, ne jugez pas ainsi de votre qualité, enfant des terres hospitalières. L'Ouest vous a prodigué ses richesses, du courage et de la sagesse, mêlés en juste part. Si nous étions plus nombreux à célébrer la bonne chère, les chants et les réjouissances, plutôt que l'or amassé, ce monde en serait plus joyeux. Mais, triste ou joyeux, je dois le quitter maintenant. Adieu. » Alors Bilbo se détourna, et cherchant la solitude, il s'assit à l'écart, enveloppé dans une couverture. Puis, croyez-le ou non, il pleura jusqu'à en avoir les yeux rouges, et même jusqu'à en perdre la voix. C'était un brave garçon, et il n'eut plus le cœur à la plaisanterie pendant très longtemps. « Heureusement que je me suis réveillé à cet instant-là, se dit-il enfin. Je souhaiterais que Thorin ait vécu, mais je suis content que nous nous soyons quittés en amis. Tu es un imbécile, Bilbo Bessac. Tu as causé un gros gâchis en essayant de monnayer cette pierre. Il y a eu une bataille, malgré tous tes efforts, pour acheter la paix et la tranquillité. Mais il serait difficile de te blâmer pour ça, je suppose. » C'est Bilbo qui se parle à lui-même.
Bilbo apprit plus tard tout ce qui s'était passé, après qu'il eut perdu connaissance. Mais il en retirera plus de chagrin que de joie. Son aventure commença à lui peser, et il brûlait d'entreprendre le voyage de retour. Mais celui-ci fut quelque peu retardé, ce qui me laisse le temps de vous faire un bref récit des événements. Les aigles soupçonnaient depuis longtemps qu'un rassemblement avait lieu chez les gobelins, car les déplacements au cœur des montagnes ne pouvaient échapper entièrement à leur vigilance. Alors ils s'étaient eux aussi réunis en grand nombre autour du grand aigle des montagnes de brume. Et sentant enfin que la bataille se préparait au loin, ils s'étaient élancés sur un vent de tempête et étaient arrivés juste à temps. Grâce à eux, les gobelins avaient été délogés des hauteurs, jetés dans des précipices ou repoussés vers leurs adversaires, dans l'affolement et la confusion. La montagne solitaire, bientôt reconquise, les elfes et les hommes de chaque côté de la vallée avaient enfin pu joindre leurs forces à la bataille du centre. Mais même avec les aigles, ils demeuraient inférieurs en nombre. En ces derniers instants, Beorn lui-même était apparu, sans qu'on sache comment, ni d'où il venait. Il vint seul, sous forme d'ours, et dans sa colère, il semblait avoir pris une taille gigantesque. Son rugissement rappelait tambours et canons. Et il écartait les loups et les gobelins, comme s'ils étaient faits de plumes et de paille. Il s'abattit sur leurs arrières et fit éclater leurs anneaux comme un coup de tonnerre. Les nains s'étaient retranchés sur une petite colline arrondie pour défendre leur seigneur. Là, Beorn s'arrêta et souleva Thorin transpercé de multiples lances, et il le transporta hors du champ de bataille. Il revint bientôt, sa colère redoublée, et rien ne put lui résister, ni aucune arme lui porter atteinte. Dispersant la garde rapprochée, il renversa Bolg lui-même et l'écrasa. Sa mort jeta la consternation chez les gobelins, qui s'enfuirent dans toutes les directions. Mais, chez leurs adversaires, un nouvel espoir avait chassé toute fatigue, et ils se mirent immédiatement à leur poursuite, et empêchèrent la plupart de s'enfuir par les trouées. De nombreux fuyards furent précipités dans la rivière courante, et ceux qui se sauvèrent au sud et à l'ouest furent pourchassés dans les marécages entourant la rivière de la forêt, où ils furent décimés, tandis que les rares survivants parvenus de justesse au royaume des elfes sylvains trouvèrent la mort là-bas, ou furent attirés dans les ténèbres insondables de grand-peur et abandonnés à leur sort. On chanta par la suite que les 3/4 des guerriers gobelins du Nord avaient péri ce jour-là, et les montagnes connurent la paix pendant de longues années. Avant la tombée de la nuit, la victoire était assurée, mais quand Bilbo revint au campement, la poursuite n'était pas terminée, et peu de gens se trouvaient dans la vallée, hormis les plus grièvement blessés. « Où sont les aigles » demanda-t-il à Gandalf ce soir-là, allongés bien au chaud, sous plusieurs couvertures. Certains donnent la chasse, dit le magicien, mais la plupart sont rentrés dans leurs airs. Ils n'ont pas voulu rester ici et sont partis aux premières lueurs du matin. Dain s'est incliné devant leur chef et l'a couronné d'or, et il leur a juré une amitié éternelle. J'en suis navré, je veux dire, j'aurais bien aimé les revoir, fit Bilbo d'une voix ensommeillée. Peut-être les verrai-je sur le chemin du retour. Je pourrai rentrer bientôt, j'imagine. Aussitôt qu'il vous plaira, répondit le magicien. En fait, Bilbo mit encore quelques jours à décider à partir. Thorin fut inhumé dans les profondeurs de la montagne, et Bard déposa la pierre arcane sur sa poitrine. Qu'elle reste ici jusqu'à ce que la montagne s'écroule, dit-il. Puisse-t-elle être un gage de bonheur et de prospérité pour tous les siens qui vivront en ces lieux. Sur sa tombe, le roi elfe déposa Orcrist, l'épée elfique que Thorin s'était vu confisquer lors de son emprisonnement. On dit dans les champs qu'elle brillait toujours dans l'obscurité quand des ennemis approchaient, et que la forteresse des nains ne pouvait être assaillie à l'improviste. Dain, fils de Dain, en fit sa demeure, et il devint roi sous la montagne. Et au fil des années, de nombreux autres nains se rassemblèrent autour de son trône dans les salles anciennes. Des 12 compagnons de Thorin, 10 avaient survécu. Fili et Kili étaient tombés en le défendant avec leurs boucliers et leur corps, tout entier, car Thorin était le frère aîné de leur mère. Les autres demeurèrent auprès de Dain, car le roi sous la montagne fut prodigue de son trésor. Bien entendu, il n'était plus du tout question de le diviser de la manière prévue entre Balin et Dwalin, Dori, Nori et Ori, Oin et Glóin, Bifur, Bofur et Bombur, et Bilbo, évidemment. Mais un 14e de tout l'argent et l'or qu'il contenait, ouvragé ou non, fut remis à Bard, car Dain lui dit « Nous respecterons le pacte conclu avant sa mort, attendu par la pierre arcane. » Attendu que la pierre arcane
Ah bah c'est bon, attendu que la pierre arcane est maintenant en sa possession. Cette part d'un 14e représentait tout de même une immense fortune, plus grande que celle de nombreux rois mortels. De ce trésor, Bard envoya beaucoup d'or au bourgmestre du lac, et il récompensa ses partisans et ses amis avec largesse. Au roi elfe, il donna les émeraudes de Girion, joyaux qu'il chérissait par-dessus tout, et que Dain lui avait rendu. À Bilbo, il dit « Ce trésor vous appartient autant qu'à moi, même si les vieilles ententes ne tiennent plus, étant donné que tous ceux qui ont participé à sa conquête et assuré sa défense. » Étant donné tous ceux qui ont participé... Oui. Et bien que vous ayez renoncé de plein gré à tous vos privilèges, je ne voudrais pas que les paroles de Thorin dont il s'est repenti viennent à se concrétiser. Et que vous receviez peu de choses. Pour vous, je ne veux rien de moins que la plus généreuse des récompenses. C'est très gentil à vous, dit Bilbo, mais en réalité, je suis soulagé. Comment aurais-je bien pu ramener tout ce trésor chez moi, sans m'attirer constamment guerres et massacres? Et je ne sais pas ce que j'en aurais fait une fois rentré. Je suis sûr qu'il vaut mieux le laisser entre vos mains. D'ailleurs, voici l'illustration montrant justement l'enterrement de Thorin dans la montagne solitaire. Le focus. Voilà, c'est la montagne solitaire. Voilà. Et pareil, ici je vous le montre ici pour ceux qui écoutent sur TikTok. Il finit par n'accepter que 2 petits coffrets, l'un rempli d'argent, l'autre d'or, assez léger pour être confié à un poney bien charpenté. Cela est plus qu'assez, dit-il, autrement je ne saurais pas quoi en faire. Puis ce fut enfin l'heure de dire au revoir à ses amis. Adieu Balin, dit-il, et adieu Dwalin, et adieu Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur et Bombur. Puissent vos barbes ne jamais se dégarnir. Et se tournant vers la montagne, il ajouta « Adieu, Thorin, l'écu de chêne, et Fili et Kili. Puisse votre souvenir ne jamais s'estomper. » Alors les nains s'inclinèrent profondément devant la porte, mais leurs gorges se serrèrent, et les mots ne vinrent pas. « Au revoir et bonne chance, où que vous alliez, dit enfin Balin. Si jamais vous revenez nous voir, quand nos salles auront retrouvé leur splendeur d'autrefois, ce sera vraiment un somptueux festin. » « Si jamais vous passez près de chez moi, répondit Bilbo, n'hésitez pas à sonner. Le thé est à 4 heures, mais vous êtes toujours les bienvenus. » Puis il se détourna et partit. L'armée des elfes s'était mise en marche. Ses rangs, hélas, s'étaient amoindris, mais ils se réjouissaient néanmoins, car les terres du Nord seraient désormais plus joyeuses durant de longues années à venir. Le dragon était mort, et les gobelins vaincus, et leur cœur espérait, après l'hiver, un printemps radieux. Gandalf et Bilbo chevauchaient derrière le roi elfe, et derrière eux marchait Beorn. Il avait repris forme humaine, et riait et chantait d'une voix forte en arpentant la route. Ils progressèrent ainsi jusqu'à l'orée de Grand-Peur, au nord de la rivière de la forêt. Alors ils s'arrêtèrent, car Bilbo le magicien ne voulait pas entrer dans le bois, même si le roi les invitait à passer quelque temps dans sa demeure. Il voulait plutôt en suivre la lisière, et contourner Grand-Peur par les terres désolées qui s'étendaient au nord entre la forêt et les contreforts des montagnes grises. Cette route était longue et monotone, mais maintenant que les gobelins étaient vaincus, elle leur paraissait plus sûre que les horribles sentiers sous les arbres. Qui plus est, Beorn empruntait le même chemin. « Adieu, ô roi des elfes, dit Gandalf, que la joie éclaire la forêt verdoyante tant que le monde est jeune, et qu'elle soit dans le cœur des vôtres. Adieu, ô Gandalf, dit le roi, puissiez-vous toujours surgir là où vous êtes le plus nécessaire et le moins attendu. Plus vous apparaîtrez chez moi, plus je serai contenté. Je vous prie, balbutia Bilbo en se tenant nerveusement sur une jambe, d'accepter ceci. Et il présenta un collier d'argent et de perles que Dain lui avait remis comme cadeau d'adieu. En quoi ai-je mérité un tel cadeau, ô hobbit, dit le roi. Eh bien, je me suis dit, voyez-vous, commença Bilbo, plutôt confus, qu'une petite compensation était de rigueur pour votre hospitalité. Je veux dire, même un cambrioleur a ses états d'âme. J'ai bu beaucoup de votre vin et mangé beaucoup de votre pain. J'accepte votre cadeau, ô Bilbo le Magnifique, dit le roi avec gravité. Et je vous nomme ami des elfes, et vous donne leur bénédiction. Que votre ombre ne faiblisse jamais. Ou voler serait trop facile. Adieu. Les elfes se tournèrent alors vers la forêt, et Bilbo entreprit le long voyage de retour.
Il traversa bien des épreuves et des aventures avant de parvenir chez lui. La sauvagerie demeurait tout aussi sauvage, et en ces temps-là, elle était peuplée non seulement de gobelins, mais de bien d'autres créatures. Toutefois, il avait de bons guides et de bons gardes. Le magicien était avec lui, et Beorn aussi. Pendant une bonne partie du trajet, et Beorn aussi, pendant une bonne partie du trajet. Et sa vie ne fut plus jamais en danger. Toujours était-il qu'à l'hiver, Gandalf et Bilbo eurent complété la grande boucle autour de la forêt, jusqu'aux portes de la maison de Beorn. Et ils y séjournèrent, tous deux, pendant quelque temps. La mi-hiver y fut chaude et agréable, et des hommes des quatre coins du pays vinrent festoyer sur l'invitation de Beorn. Les gobelins des montagnes de brume, désormais rares et craintifs, restaient cachés au plus profond de leur tunnel. Et les wargs avaient disparu des bois, si bien que les hommes s'y rendaient sans peur. En fait, Beorn devint par la suite un grand chef de ces régions, et gouverna de vastes terres entre les montagnes et la forêt. Et l'on raconte que, durant des générations, les hommes de sa lignée eurent le pouvoir de se changer en ours. Et certains pouvaient être mauvais, mais la plupart avaient bon cœur, comme Beorn, sans être aussi grands et forts. À cette époque, les derniers gobelins furent chassés des montagnes de brume, et une paix nouvelle se répandit à la lisière de la sauvagerie. Le printemps était déjà là, particulièrement doux et ensoleillé, quand Bilbo et Gandalf prirent enfin congé de Beorn. Et même s'ils avaient hâte de rentrer chez lui, Bilbo partit avec regret, car dans les jardins de Beorn, les fleurs au printemps n'étaient pas moins merveilleuses qu'au cœur de l'été. Après une longue ascension, ils atteignirent ce même col du haut des montagnes où les gobelins les avaient capturés auparavant. Mais cette fois, ils y arrivèrent au matin, et en regardant derrière, un soleil blanc leur révéla toute l'étendue des terres. Là derrière se trouvait Grand-Peur, bleuté à l'horizon, mais ses cimes les plus rapprochées étaient d'un vert sombre, même au printemps. La montagne solitaire se dressait dans le lointain, presque hors de vue. Sa plus haute aiguille, encore enneigée, était éclatante de blancheur. Ainsi vient la neige après le feu, et même les dragons connaissent une fin, dit Bilbo. Et il tourna le dos à son aventure. Son côté touque était très las, et le Bessac en lui reprenait chaque jour des forces. Je ne souhaite plus que retrouver mon propre fauteuil, dit-il. Fin du chapitre 18. Début du chapitre 19 et du dernier chapitre du Hobbit. Chapitre 19, la dernière étape. Au premier jour du mois de mai, les deux voyageurs contemplèrent à nouveau la vallée de Fandeval, où se dressait la dernière, ou première, maison hospitalière. Cette fois, encore, c'était le soir. Leur poney était fatigué, surtout celui qui portait les bagages, et ils avaient tous envie de se reposer. Tandis qu'ils chevauchaient le long du sentier escarpé, Bilbo entendait les chants des elfes dans les arbres, comme s'ils n'avaient jamais cessé depuis son départ. Et à leur arrivée dans les bosquets en contrebas, les elfes entonnèrent une chanson très semblable à celle qu'ils avaient accueillie la dernière fois. Elle ressemblait à peu près à ceci. Le dragon a péri, son armure est fendue, ses os engloutis, sa splendeur est déchue. Si un jour dans les larmes doit périr le royaume par la force des armes, si convoités des hommes ici vivent encore, l'herbe et la feuille au vent, l'eau rapide et sonore, et les elfes chantant « Oh, tralalalaire !» regagnez la vallée. L'étoile scintillante vaut mieux que 1000 gemmes, la lune est plus poignante que le blanc argent blême, le feu est plus brillant dans l'âtre du foyer que l'or au gisement. Alors pourquoi chercher ? Oh, tralalalaire, rejoignez la vallée. Mais où donc étiez-vous pour revenir si tard, quand s'allument chez nous les étoiles du soir? Qu'avez-vous rencontré? Quels dangers, quels écueils? Voyageurs fatigués, les elfes vous accueillent. D'un tralalalaire, rejoignez la vallée, tralalalaire, falalalaire, fala. Alors les elfes de la vallée allèrent à leur rencontre, et les saluèrent, et ils les conduisirent de l'autre côté de l'eau, à la maison d'Elrond. Un chaleureux accueil leur fut réservé, et bien des oreilles se dressèrent ce soir-là pour entendre le récit de leurs aventures. Ce fut Gandalf qui parla pendant que Bilbo sommeillait tranquillement. Il connaissait presque toute l'histoire, car il y avait participé, et il en avait lui-même raconté de longs bouts à Gandalf. Sur le chemin du retour ou dans la maison de Beorn. Mais il lui arrivait d'entrouvrir les yeux et de prêter l'oreille quand le magicien relatait des événements qu'il ne connaissait pas encore. C'est ainsi qu'il apprit pourquoi Gandalf s'était absenté, car il entendit ce que le magicien confia à Elrond. Il semblait que Gandalf s'était rendu à un grand conseil des magiciens blancs, ces maîtres du savoir et de la bonne magie, et qu'il avait enfin chassé les nécromanciens de son sinistre repère dans le sud de Grand-Peur. Sous peu, disait-il, la forêt redeviendra un peu plus saine. Le Nord sera libéré de cette horreur pendant de très longues années, du moins je l'espère, mais je préférais qu'il soit banni du monde.
Ce serait pour le mieux, en effet, dit Elrond. Mais je crains que cela ne survienne pas dans cet âge du monde, ni dans de nombreux autres à venir. Quand le récit de leur pérégrination fut terminé, il y eut d'autres contes, puis d'autres encore, des contes d'il y a longtemps, des contes de choses récentes, et des contes en dehors du temps. Enfin, la tête de Bilbon retomba sur sa poitrine, et il se mit à ronfler, confortablement, assis dans un coin. Quand il se réveilla, il était allongé dans un lit blanc, et la lune brillait à travers une fenêtre ouverte. En bas dehors, de nombreux elfes chantaient d'une voix forte et limpide sur les rives du cours d'eau. Chantez, joyeuses gens, chantez, chantez en chœur. Le ciel s'épanouit et la lune est en fleurs. Quand le vent a chassé tous les lambeaux de brume, dans la tour de la nuit, les fenêtres s'allument. Dansez, joyeuses gens, tous ensemble dansez, que dans l'herbe menue remue le pied léger. La rivière est d'argent et fugace les ombres, joyeuse le mois de mai et gai notre rencontre. Chantons tout doucement, tissons-lui de beaux rêves, faisons que cette nuit soit pour lui une trêve. Repose, voyageur, doux soit ton oreiller, que le saule te berce, et l'aulne ensommeillé. Tais-toi, pain gémissant, entends notre comptine, que tous soient silencieux, chêne, frêne, aubépine. Ruisseau suspends ton cours, attends que l'aube vienne, ô lune couche-toi, laisse la nuit sereine. Eh bien, joyeux gens, dit Bilbo, en regardant par la fenêtre, quelle heure est-il d'après la lune? Votre berceuse aurait de quoi réveiller un gobelin ivre, mais je vous en remercie. Et vos ronflements pourraient réveiller un dragon de pierre, mais nous vous en remercions, répondait-il en riant. L'aube approche, et vous dormez depuis la tombée de la nuit. Demain peut-être votre fatigue aura trouvé son remède. Une petite sieste dans la maison d'Elrond remédie à bien des choses, dit-il, mais je vais prendre tout le remède qui m'est offert. Encore une fois, bonne nuit mes beaux amis. Et sur ce, il se remit au lit et dormit jusqu'à tard dans la matinée. Dans cette maison, la fatigue glissa bientôt de ses épaules, et il plaisanta et dansa souvent, à toute heure du jour et de la nuit, avec les elfes de la vallée. Mais même cet endroit ne put le retenir longtemps, car il aspirait sans cesse à retrouver sa demeure. Ainsi, au bout d'une semaine, il fit ses adieux à Elrond, non sans lui avoir offert quelques petites choses que son hôte voulut bien accepter. Il reprit la route avec Gandalf. À l'instant même où ils quittaient la vallée, le ciel s'assombrit devant eux à l'ouest, et le vent et la pluie vinrent à leur rencontre. « Joyeux le mois de mai, dit Bilbo alors que la pluie lui fouettait le visage. Mais nous tournons le dos aux légendes et nous rentrons à la maison. Je suppose qu'il s'agit là d'un avant-goût. Il y a encore une longue route à faire, dit Gandalf. Mais c'est la dernière, répondit Bilbo. Ils parvinrent à la rivière qui marquait l'ultime frontière de la sauvagerie, et au guet sous la haute berge, dont vous vous souvenez peut-être, les eaux étaient gonflées de la fonte des neiges et des pluies diluviennes, mais ils les franchirent tant bien que mal et se hâtèrent d'entreprendre à la tombée de la nuit la dernière étape de leur voyage. D'ailleurs, voici une image justement de Gandalf et Bilbo à côté de la rivière Brunnen. Et focus, lumière. Fais le point la caméra, fais le point, sale pute. Voilà. Gandalf et Bilbo avec le cheval à côté et le pont de la rivière Brunnen. Donc pareil, je vous mets ça ici. Tac. Celle-ci se déroula de manière semblable à l'allée, sauf que leur compagnie était moins nombreuse et plus silencieuse. Mais cette fois, il n'y avait pas de trolls. À chaque détour de la route, Bilbo se souvenait des événements et des conversations de l'année précédente. À ses yeux, cela semblait faire plutôt 10 ans. De sorte qu'il ne put manquer de reconnaître l'endroit où le poney était tombé à la rivière, où ils avaient quitté la route pour tomber aux mains de Tom, Hubert et Léon. Donc ça c'est les noms des trolls dans la nouvelle version, hein, si vous l'avez oublié. Non loin en bordure du chemin, ils trouvèrent l'or des trolls qu'ils avaient enterré, et auquel personne n'avait touché depuis. J'en ai assez pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours, dit Bilbo, quand ils l'eurent déterré. Vous feriez mieux de le prendre, Gandalf, je ne doute pas que vous puissiez y trouver une utilité. Vous ne vous trompez pas, dit le magicien, mais à chacun sa part, vous aurez peut-être des dépenses imprévues. Ils mirent donc l'or dans des sacs, et les jetèrent sur le dos des poneys, qui n'apprécièrent pas du tout. Leur progression en fut ralentie, car ils allèrent à pied la plupart du temps. Mais les terres étaient vertes, et il y avait beaucoup d'herbes à travers lesquelles le hobbit se promenait avec contentement. Il s'essuyait la figure avec un mouchoir de soie rouge, dont pas un seul des siens n'avait survécu. Il avait emprunté celui-ci à Elrond. Car le mois de juin apportait l'été, et les journées redevenaient chaudes et ensoleillées. Puisque toutes les choses ont une fin, même cette histoire, le jour où arriva Bilbo
aperçut enfin son pays. Ah, tiens. Puisque toutes les choses ont une fin, même cette histoire, le jour arriva où Bilbo aperçut enfin son pays natal. Celui où il avait grandi, où la forme des terres et des arbres qui était aussi familière que celle de ses doigts et de ses orteils. Parvenu en haut d'une côte, il put voir au loin sa propre colline, et soudain il s'arrêta, et dit « La route se poursuit toujours, sous l'arbre vert et sous la pierre, dans l'antre où jamais ne fait jour, par les cours d'eau cherchant la mer, sur la neige à l'hiver semée, par les jolies fleurs de juin, sur l'herbe et les chemins pavés, et sous les montagnes d'airain. La route se poursuit toujours, sous les nuages étoilés. Mais les pieds là, au carrefour, prennent le chemin du foyer. Ainsi le regard aguerri, à l'horreur des salles de pierre, se pose enfin sur la prairie et les collines familières. » Gandalf le regarda. « Mon cher Bilbo, dit-il, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes plus le hobbit que vous étiez. » Ils franchirent alors le pont, passèrent le moulin sur la rivière et s'arrêtèrent tout juste devant la porte du hobbit. « Ma parole, que se passe-t-il » s'écria Bilbo. Il régnait une grande agitation, et des gens de toutes sortes, respectables et moins respectables, étaient massés devant la porte, et nombreux d'entre eux entraient et sortaient, sans même s'essuyer les pieds sur le paillasson, comme Bilbo le constata avec agacement. S'il fut surpris de les trouver là, les visiteurs furent encore plus étonnés que lui. Il était revenu au milieu d'une vente aux enchères. Il y avait un grand écriteau rouge et noir accroché à la barrière, annonçant que le 22 juin, Monsieur Fouisseur, Fouisseur et Terrier vendrait à l'encan les biens de feu Monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-Sac, sous colline à Hobbitville. La vente devait commencer à 10 heures tapantes, mais il était presque midi, et la plupart de ces affaires avaient déjà été vendues à différents prix. Pour un rien, comme pour une bagatelle, comme c'est souvent le cas dans les ventes aux enchères. Les cousins de Bilbo, les Bessac de Descarel, donc les saquets de Besace du coup, en étaient à mesurer les pièces de sa maison pour voir si leurs meubles y rentreraient. Bref, Bilbo était présumé mort, et ceux qui prétendirent regretter cette méprise n'étaient pas nécessairement heureux d'être trompés. Le retour de M. Bessac causa un grand émoi, tant sous la colline qu'au-delà et de l'autre côté de l'eau. Et ce fut beaucoup plus qu'un feu de paille. Les ennuis juridiques, en fait, durèrent des années. Il fallut une éternité pour faire admettre que M. Bessac était bel et bien vivant. Ceux qui avaient le plus profité de l'aubaine le jour de la vente ne furent pas facilement convaincus, et en définitive, pour gagner du temps, Bilbo dut racheter une bonne partie de son propre mobilier. Bon nombre de ses cuillères d'argent avaient mystérieusement disparu, et ne furent jamais retrouvées. De son côté, il soupçonnait les Bessac d'Escarcelle. Ces derniers, quant à eux, refusèrent toujours d'admettre que celui qui était revenu était l'authentique Bilbo Bessac, et ils ne furent plus jamais en bons termes avec lui. C'est que, voyez-vous, ils auraient vraiment aimé emménager dans son luxueux trou de hobbit. En fait, Bilbo comprit qu'il avait perdu non seulement ses cuillères, mais aussi sa réputation. Certes, il demeura à jamais un ami des elfes, il fut toujours considéré avec honneur parmi les nains, les magiciens et autres étranges personnages qui passèrent par là. Mais il n'était plus du tout à fait respectable. La plupart des hobbits de son voisinage le prenaient d'ailleurs pour un excentrique, sauf ses neveux et nièces du côté Touk, encore que leurs aînés n'aient pas approuvé cette amitié. Je dois admettre qu'il ne s'en souciait guère, il ne demandait pas mieux, et le son de sa bouilloire dans l'âtre semblait plus mélodieux qu'il ne l'avait jamais été, même au jour paisible d'avant la fête inattendue. Il accrocha son épée au-dessus de sa cheminée. Sa cotte de maille fut installée sur un buste dans le hall d'entrée, jusqu'à ce qu'il la prête à un musée. Son or et son argent furent surtout dépensés en cadeaux, parfois utiles, parfois extravagants, ce qui explique en partie l'affection que lui portaient ses neveux et nièces. Son anneau magique resta un grand secret, car il s'en servait principalement pour échapper aux visiteurs indésirables. Il se mit à écrire de la poésie et à fréquenter les elfes, et même si bien souvent les gens secouaient la tête et se touchaient le front en disant « Pauvre Monsieur Bessac » et que la plupart ne croyaient pas ces histoires, il demeura heureux jusqu'à la fin de ses jours, qui furent d'une extraordinaire longévité. Un soir d'automne, quelques années plus tard, Bilbo était assis dans son bureau, occupé à rédiger ses mémoires. Il songeait les appeler « un aller et retour », les vacances d'un hobbit, quand on sonna à la porte. C'était Gandalf, accompagné d'un nain, et ce nain n'était nul autre que Balin. « Entrez, entrez » dit Bilbo. « Entrez, entrez » dit Bilbo. Ils furent bientôt installés dans des fauteuils au coin du feu. Si Balin remarqua que le gilet de M. Bessac était nettement plus bombé et agrémenté de vrais boutons d'or, Bilbo vit
aussi que la barbe de Balin était plus longue de plusieurs pouces et que sa ceinture ornée de pierreries était d'une magnificence toute particulière. Ils se remémorèrent leurs aventures, bien entendu, et Bilbo demanda comment allaient les choses autour de la montagne. Il semblait qu'elles allaient très bien. Bard avait rebâti la ville de Dale, et des hommes venus du lac, du sud et de l'ouest s'étaient joints à lui. Toute la vallée s'était enrichie, du labour des terres et la désolation était désormais remplie d'oiseaux et de fleurs au printemps, et de fruits d'abondance à l'automne. Le bourg du lac était reconstruit et plus prospère que jamais, et beaucoup de richesses sillonnaient la rivière courante, et l'amitié régnait là-bas entre les elfes, les nains et les hommes. L'ancien bourgmestre avait connu une triste fin. Bard lui avait donné beaucoup d'or afin de soutenir les gens du lac, mais étant de ceux qui tombent facilement dans ce piège, il succomba au mal du dragon et s'enfuit en emportant la plus grande partie de l'or, et mourut de faim dans la désolation, abandonné par ses complices. Le nouveau bourgmestre est d'une autre trempe. D'une autre trempe, dit Balin. Il est plus sage et très populaire, car bien sûr il reçoit tout le mérite de la prospérité actuelle. Les gens font des chansons qui disent que, de son temps, les rivières sont dorées. Alors les prophéties des vieilles chansons se sont réalisées, en quelque sorte, dit Bilbo. Bien sûr, dit Gandalf. Et pourquoi ne se réaliseraient-elles pas? Vous n'allez tout de même pas les mettre en doute, simplement parce que vous avez contribué à ce qu'elles se concrétisent. Pensez-vous réellement que toutes vos aventures et vos péripéties ont été dictées par la chance uniquement dans votre intérêt? Vous êtes quelqu'un de très bien, monsieur Pessac, et je vous aime beaucoup. Mais en réalité, vous n'êtes vraiment qu'un tout petit bonhomme dans un monde bien plus vaste. Heureusement, dit Bilbo en riant, et il lui tendit le pot à tabac. Fin du chapitre 19, et fin de la lecture du Hobbit. Eh bah, on aura commencé ça quand? Ça fait 9... Je crois que ça... Ouais, c'est ça, ça aura duré 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Un peu plus de 2 mois pour la lecture du Hobbit. Ça fait bizarre de s'arrêter là d'un seul coup. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ça sur Twitch. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu la lecture du Hobbit. Et ceux qui ont suivi ça sur YouTube, j'espère que ce nouveau format vous aura plu aussi. Ça faisait un moment que je voulais me mettre à la lecture des bouquins et je suis très content d'avoir commencé ça. Ça me fait une bonne occasion surtout de lire les livres et surtout de me remettre à la lecture. Et de faire la lecture à voix haute, ça me permet aussi de m'exercer à mieux articuler parce que je pense que vous l'avez remarqué, il y a des moments où je bouffe un peu trop mes mots. Mais franchement, je suis bien content. Je crois que ça aura pris 1 heure en tout, les 3 chapitres là. À peu près. D'ailleurs, on va finir avec justement la magnifique carte qui se trouve derrière. Donc n'hésitez pas à faire pause pour la regarder de plus près. Donc, voilà. Avec la contrée sauvage. Voilà, donc bon, là sur TikTok, vous pouvez pas faire pause, mais vous pourrez faire ça quand vous verrez les rediffusions sur Twitch. Mais voilà, c'est la fin de la lecture du Hobbit. Sur YouTube, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Merci d'avoir tout suivi jusqu'au bout, d'avoir tout simplement écouté tout ça. Encore une fois, comme je vous disais au début de la vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, parce que sur Twitch, je vous sens en direct. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël, et on se retrouvera à la rentrée pour justement la lecture pour la lecture d'un livre que je suis très impatient de vous faire découvrir. Tac. Et ce livre en question, c'est celui-ci, Lord of the Ringard par Henry L. Beard et Douglas C. Kenney. C'est un livre parodique du Seigneur des Anneaux. Donc je vous lis la préface. La célèbre parodie du Seigneur des Anneaux. Une quête, une guerre, un anneau. Sans oublier un petit gars aux pieds poilus. Bien sûr, voilà que le pauvre fripon se retrouve embarqué par le magicien Grande Paf dans un truc de malade. Sauver les pères du milieu du maléfique Salcon et de Saroulmal, le magicien renégat. Si vous êtes fan du chef-d'œuvre de J.R.R. Tolkien, et si vous voulez juste rigoler un bon coup, comme plusieurs millions de lecteurs à travers le monde, vous allez vous régaler. Ce célèbre pastiche vous fera dépasser l'ultime frontière, à tel point qu'il ne sera plus la peine pour vous de lire d'autres parodies de ce genre. Mais alors plus jamais. Voilà, donc YouTube, je vous laisse avec ce petit teasing, et je vous dis du coup à la rentrée 2022 pour le début de la lecture de ce
chef-d'œuvre. Des bisous YouTube.